Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo EBP. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Manon d'Auvergne qui va se présenter dans quelques minutes. Si vous êtes kiné ou médecin, vous allez trouver une mine d'informations dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à la regarder en entier, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et Manon, je te laisse te présenter tout de suite. Salut Flavio, déjà merci d'être là. C'est un podcast que j'ai écouté religieusement depuis ma sortie d'études, donc vraiment c'est un honneur presque d'être là, surtout vu les personnes qui ont précédé. Donc merci à toi pour cette invitation. Je suis kinésithérapeute, future chercheuse, donc ça c'est chouette, une nouvelle casquette qui vient garnir ma tête. En sciences du sport, notamment sur tout ce qui est spécificité de la femme, et plus particulièrement le cycle menstruel et son impact sur la performance sportive, parce que je vais commencer une thèse là-dessus dans quelques semaines, mois, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est imminent. Donc c'est super cool et je suis très contente de pouvoir partager ça avec toi. Trop bien. Bah, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment une thématique que je voulais aborder parce que, pour être tout à fait honnête et transparent avec tout le monde, moi, je suis plutôt un profane sur sur ce domaine-là. J'y connais pas grand-chose et je suis sûr que tu vas m'apprendre et tu vas nous apprendre plein de choses dans cette vidéo. Euh, En fait, pour la petite histoire, pour raconter à tout le monde comment en fait on en est venu à discuter de ce sujet-là ensemble, c'est qu'en fait le 20 octobre 2021, si vous redescendez dans les réseaux sociaux de l'agence, le 20 octobre 2021, je fais un post sur le lien entre le cycle menstruel, la contraception et les lésions du croisé. C'était basé sur la revue systématique de Herzberg, parue dans l'Orthopedic Journal of Sports Medicine. Et en fait, ce post a fait pas mal de bruit et Manon a eu la gentillesse et comment dire euh, a bien fait, vraiment bien fait de me challenger parce qu'elle m'a envoyé des messages en me disant Flavio, cette revue elle va pas pour telle et telle raison, ces articles-là il y a tel et tel biais, ces pilules on savait pas ce qu'il y avait dedans, etc. Et en fait elle m'a quand même bien secoué sur le poste et j'adore ce genre de commentaires. Moi je trouve que ça me fait progresser, ça fait progresser tout le monde. Et donc, c'est l'occasion aujourd'hui, Manon, que tu nous expliques un peu, que tu fasses une mise au point pour tout le monde, que ce soit les kinés ou les médecins, sur eh ben, quelles sont les spécificités des femmes aujourd'hui, enfin, quelles sont, je reprends, je couperai, sur quelles sont les spécificités Vas-y. des femmes sportives et quelle est l'influence du cycle menstruel et plein d'autres choses encore. Donc voilà, est-ce que tu peux nous faire une petite mise à jour aujourd'hui, basée sur la littérature, sur quelles sont les spécificités des femmes? Merci Flavio pour cette introduction. Effectivement, remettre le contexte, c'est vrai que c'était une publication, je m'étais dit: «Ah, je lui écris, je lui écris pas». Bon, alors du coup, j'ai fait ça en privé et franchement, tu as eu un super accueil pour tout ça. Il y a des personnes qui ont un peu plus, des réactions un peu plus sanguines, disons, et c'est vrai qu'on a pu avoir un échange super constructif, donc je te remercie pour ça. Surtout que ça donne lieu à ça maintenant et je trouve ça hyper positif, donc vraiment, j'adore cet état d'esprit aussi. Donc let's go. Les spécificités des femmes. Donc en fait, j'ai pu faire une revue de littérature là-dessus, donc en master, où j'ai cherché à savoir c'était quoi effectivement ce qui différenciait les femmes des hommes, notamment dans la course à pied. C'était mon corpus de texte partait vraiment là-dessus. Et déjà, en fait, une des choses qui ressort dans la littérature, c'est que les femmes ne sont pas juste des hommes en miniature. C'est-à-dire que c'est pas juste la version réduite des hommes, c'est qu'en fait, elles ont, via leur différenciation au niveau des gonades, donc vous savez la différenciation des gonades qui vont donner les testicules ou les ovaires, eh bien, on va avoir des sécrétions au niveau des hormones sexuelles qui diffèrent entre les hommes et les femmes. Chez les hommes, c'est la testostérone qui est en majorité. Chez les femmes, ce sont les oestrogènes et la progestérone qui vont prédominer et qui vont en plus varier de manière cyclique au cours du cycle menstruel, mais aussi au cours de toute leur vie, parce que cette sécrétion, enfin ce balai hormonal va commencer seulement à partir de la puberté, va ensuite être impacté au cours de la périménopause, c'est la partie juste avant la ménopause, il va y avoir beaucoup de variations hormonales jusqu'à l'arrêt de ce cycle menstruel qui va être la ménopause. Et en fait, il faut vous dire du coup que c'est un printemps hormonal qui arrive à la puberté, et ensuite c'est plein de saisons qui vont avoir lieu tout au long de la vie d'une femme. Au niveau biomécanique, on va avoir des femmes qui ont des membres inférieurs et supérieurs plus petits, des muscles qui ont
une proportion en fibres différente des hommes. Les femmes ont une proportion plus importante de fibres musculaires de type 1 qui sont responsables de l'endurance. Elles ont moins de testostérone, donc elles ont une moindre aptitude à faire de l'hypertrophie, donc moins de volume, donc potentiellement moins de force, mais parce que moins de volume. Une des choses aussi qu'on retrouve, c'est qu'elles ont un pourcentage de masse grasse qui est un peu plus important, mais c'est nécessaire à la procréation. Et sachez toutefois que c'est utile pour la natation, où ça leur confère un avantage parce qu'elles ont un meilleur potentiel de flottaison. Donc, vive les poignées d'amour. C'est ce qu'il faudrait retenir. Au niveau des substrats énergétiques aussi, il faut savoir que les femmes et les hommes n'utilisent pas du tout les mêmes substrats énergétiques pour fournir de l'énergie lors de l'exercice. Donc ça aussi, ça diffère. Et comme elles ont un cœur plus petit, du fait tout simplement de leur taille, elles ont un moindre volume d'éjection systolique, ce qui fait, juste par rapport à la taille, une moindre VO2 max par rapport aux hommes. Voilà dans le gros pattern qu'il peut y avoir. Et tout ça va conduire à différentes choses, notamment une influence sur la survenue des blessures. Parce que, en plus de ça, les femmes ont un bassin un peu plus évasé, biomécaniquement, ce qui donne en fait un angle Q au niveau du genou qui est plus important, un valgus du genou plus important, ce qui semblerait du coup une des hypothèses sur pourquoi les femmes se blessent plus que les hommes au niveau du genou, notamment du ligament croisé antérieur, qui a donné lieu à cette fameuse revue systématique que je ne cautionne pas, tout simplement. En tout cas, sur laquelle j'émets des réserves sur les conclusions qui sont portées. Et qui est intéressante parce que vraiment, je trouve ça génial qu'on fasse de la recherche sur les femmes, mais pas pour dire n'importe quoi. Voilà. D'où ma réaction. Clairement. Est-ce que j'ai tout survolé? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça déjà? Non, c'est top. Alors, sur l'angle Q, moi, j'ai aussi quelques critiques et quelques réserves parce qu'en statique, en fait, il semblerait pas que tu vois, l'anthropométrie ait vraiment des influences. Par contre, c'est vrai qu'un vecteur valgus dynamique, pour le coup, un déplacement médial de la rotule à l'appui, là, pour le coup, il semblerait que ce soit en effet un des facteurs de risque. Et encore, c'est largement remis en question par notamment les études de Cross-Hog, avec vraiment des bonnes méthodologies. Cela dit, aux dernières nouvelles, c'était quand même un facteur de risque, un des facteurs de risque, notamment pour les femmes qui ont déjà eu une lésion du croisé, donc en récidive. Mais sinon carrément. Et je crois qu'il y a aussi des, comment on appelle ça dans la littérature, des gender differences ou des différences de statistiques. Tu peux nous en parler un petit peu des différences en fait, en termes de Alors en fait, échantillons ou de population étudiée? c'est ça s'appelle les gender gaps. Et c'est vraiment une aire de recherche à part entière. Donc en fait, je reviens d'un congrès en Australie où ça a été quasiment tout le premier thème porté là-dessus. Donc en fait, il y a un gender gap actuellement dans la littérature scientifique, ouais, qui porte à la fois sur la population étudiée. Donc en fait, il y a une étude qui a été sortie par Costello et collaborateurs en 2014 qui relatait en fait qui essayait de comptabiliser dans les 3 plus grands journaux en médecine du sport, dont le BJSM, le pourcentage, la parité homme-femme de la population. Et en fait, les femmes ne représentaient que 35 à 39% de la population étudiée. Sauf que dans cette extrapolation, malheureusement, les résultats de ces études étaient extrapolés aux deux sexes, sans considérer en fait que les femmes n'étaient pas forcément incluses dans certaines études, parce qu'il y a des études qui étaient mixtes, mais certaines étaient totalement masculines, et les résultats de ces études prévalaient en fait pour la population féminine. Donc c'est pas forcément une erreur, c'est juste que il faut considérer ça. En ce qui concerne les femmes, parfois elles étaient incluses seulement dans leur phase de menstruation. Or, la phase de menstruation, ce n'est pas tout le cycle menstruel. C'est d'ailleurs la phase, je cite, où elle ressemble le plus à des hommes, parce que c'est là où le taux d'œstrogène et de progestérone sont plus bas. Donc en fait, c'était plus simple pour les scientifiques de les inclure pendant cette phase, parce que du coup, on s'embête pas avec les hormones. Mais en fait, c'est vraiment une petite partie du cycle, à peine un quart, et après, il y a plein de variations. Donc, est-ce qu'on peut conclure des choses là-dessus? En fait, il faut juste en prendre conscience, et après, vous regardez autour de ça. Mais du coup, il y a vraiment une inconsistance en termes de considération de la femme dans les revues qui tournent autour du sport, de la médecine et des sciences de l'exercice. Et il y a aussi un gender gap dans les auteurs.
il y a une étude qui a été publiée, enfin qui a été présentée au congrès en Australie, c'est que il y a à peine un quart des auteurs qui sont classés en premier ou dernier auteur. C'est vraiment très très peu de femmes dans la littérature en physiothérapie et en sport médecine. Ouais. Donc voilà. Donc tu veux dire qu'en fait, il faudrait quand même toujours faire attention à généraliser les résultats des études aux femmes. Je dirais qu'il faut et en fait, il faudrait l'expliquer. Il faudrait juste dire: «Bah, là, c'est» enfin, dans la discussion, ça doit déjà prévaloir et je pense que dans notre lecture critique, je comprends pourquoi dans le design expérimental, les chercheurs n'incluent pas toujours. C'est vrai que c'est compliqué. Mais en fait, les hormones sexuelles ont une influence sur le métabolisme énergétique, pardon, sur l'utilisation des substrats énergétiques, donc que ce soit le glycogène, les lipides, et c'est pas pareil pendant les différentes phases du cycle. La thermorégulation varie, la laxité ligamentaire varie, donc ça, je vais te le présenter plus tard sûrement. Mais du coup, bah, quand on lit une étude, il faut avoir ça en tête, en fait, en se disant: «Oui, mais attends, tu as inclus combien de femmes? Quand?» Quand tu as des cohortes de 3000 personnes, on peut considérer que cet effet, il est trivial. Mais quand tu as des petites cohortes, bah, quand même, c'est important, en fait. Je pense qu'il faut inclure des femmes et si elles sont incluses, ça peut être intéressant de savoir à quel moment elles sont incluses. Soit on les inclut toutes au même moment et dans ce cas, on s'affranchit, en fait, des effets liés au cycle. Soit, en fait, bah, on n'en prend pas compte, mais c'est plus compliqué. Et il y a des outils qui ont été développés pour que quand on lise la littérature, en fait, on puisse donner des médailles, médailles d'or, médailles d'argent, médailles de bronze. Ça a été aussi présenté au congrès sur la littérature en se disant: «Non, là, en fait, bah, il y a pas assez de femmes, donc elle est pas mixte cette étude, donc voilà, c'est une des résultats sur les hommes. Donc après, quand il s'agit de tendinopathie, bah, entre rien et ce qui a été fait sur les hommes, bah, voilà, tu prends ce qui a été fait sur les hommes». Mais des fois, il faut juste, c'est du bon sens, mais si vous êtes du côté des chercheurs, en fait, pensez dans votre design expérimental à considérer ça, à essayer de soit vous les incluez toutes au même moment, et si vous êtes plutôt du côté clinicien, si vous traitez majoritairement des femmes ou si alors, bah, ça vous intéresse tout simplement, prenez juste conscience de ça et voilà, ça reste du bon sens. Il y a peu de chances que les conclusions soient contradictoires, mais par exemple sur le nombre de répétitions, quand il y a des protocoles, par exemple de Stanish, des choses comme ça, peut-être que ça a un effet. Ça, actuellement, on peut pas le dire. Ouais. Ah ouais, c'est Voilà. super intéressant. Et alors justement, venons-en un peu au cycle menstruel. Donc vraiment, est-ce que tu peux nous détailler les différentes phases, donc à la fois folliculaire, lutéale, Mmh. et l'ovulation aussi. Quelles sont les fluctuations hormonales et quelle va être vraiment la spécificité dans chaque phase? Quelles sont vraiment les choses dans la science qui ressortent de façon très claire sur ces différentes phases? Alors, le cycle mensuel, normalement, je vous le dis, ça a été étudié en 5e en SVT, mais je vais quand même faire un rappel parce qu'on a tous oublié et ceux qui sont passés par médecine, normalement, on y a eu droit aussi donc malgré ça, je vous avoue que j'ai encore, remis une couche pendant la thèse et que j'étais vraiment pas au point, donc on va essayer de le simplifier au maximum. Il y a 2 hormones qui vont prédominer sur un cycle. Déjà, un cycle mensuel, c'est quoi? Il y a des personnes qui me disent: «Après mon cycle, je fais quoi?» Dire, après tes menstruations ou après ton cycle mensuel? En fait, les menstruations sont une partie du cycle mensuel, mais ce n'est pas le cycle mensuel. D'accord? C'est juste la seule partie visible de l'iceberg. C'est qu'effectivement, on peut voir qu'on a nos menstruations, on peut voir qu'on a nos règles. Donc, c'est déjà le point de départ du cycle, effectivement, parce que le cycle commence au premier jour des règles et se termine au premier jour des règles suivants. D'accord? Donc ça vous constitue un cycle. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que le but de votre corps, ce n'est pas d'avoir vos menstruations, c'est d'avoir une ovulation. Le but, vraiment, c'est que enfin, je trouve ça très poétique, je suis un peu une romantique dans C'est l'âme, mais tous les mois tous les mois, votre corps vous donne une chance de procréer. En fait, c'est un super exemple de résilience parce que si ça n'a pas lieu, eh ben, il redéclenche un cycle et vous avez une nouvelle chance pour le mois suivant. Ce que je trouve quand même assez beau parce que ça veut dire vraiment tous les mois, la possibilité, c'est qu'il y ait fécondation. Donc en fait, déjà, ça permet d'appréhender le cycle complètement différemment que de se dire: «Ah, j'ai encore mes règles». Bah, bon, ça veut dire déjà, pour certaines femmes, c'est une mauvaise nouvelle, pour d'autres, c'est une bonne nouvelle et en soi aussi, c'est juste se dire: «Bon, bah, j'ai une nouvelle chance qu'il se passe quelque chose». Donc vraiment, les menstruations, c'est juste la partie visible de l'iceberg. C'est le premier quart du cycle, grosso modo, ça va durer entre 1 et 5 jours, ça dépend des femmes. Ça dépend, par exemple, pendant la puberté, ça va mettre 2 à 3 ans à se mettre en place. Donc au début, on peut pas dire qu'on a des cycles irréguliers, alors qu'en fait, votre hypothalamus, ce qui se passe entre votre cerveau et vos ovaires, c'est juste en train de se réguler et ça prend du temps. Donc pendant
après les premières règles, vous avez 2-3 ans où le corps va se mettre en place. Donc on peut pas totalement définir le nombre de jours. Mais grosso modo, ça dure entre 1 et 5 jours, vos menstruations. Ensuite, donc pendant cette période, le taux d'hormones est au plus bas. Comme je vous le disais, c'est là où, les femmes étaient incluses dans la littérature parfois. Donc déjà, elles étaient incluses, c'est bien, mais c'était pendant cette phase parce que c'est là où elles ressemblaient le plus à des hommes. Voilà, j'adore cette phrase, très, très particulière. Ensuite, donc ça, c'est la phase folliculaire précoce ou, enfin, oui, c'est ça, early, Phase 1, quoi. première partie de phase folliculaire. Ouais. Ouais. Deuxième partie, phase 2, ça va être la phase folliculaire tardive et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une augmentation, constante des œstrogènes qui va arriver. Les œstrogènes, ce sont, déjà c'est pas c'est une famille, donc celle qui prédomine chez la femme, c'est l'œstradiol, E2. En tout cas, dans la femme, post-pubertaire et préménopause, c'est l'œstradiol qui prédomine et en fait, il faut savoir que c'est une hormone qui a un potentiel anabolisant. Voilà, ça veut dire, plutôt capable de faire du muscle. Elle va augmenter jusqu'à un certain seuil et là, elle va être détectée par l'hypothalamus, c'est le chef d'orchestre qui est dans votre cerveau qui va se dire: «Ouh là, il y en a vachement là» et bah, paf, je balance l'ALH. L'ALH, c'est une hormone qui va donner le starter pour faire l'ovulation. Donc en fait, ça dépend vraiment de votre montée d'oestrogène qui si elle est quand elle atteint le quota, en fait, c'est vraiment un petit barème, que votre cerveau va détecter, paf, on démarre l'ovulation. Donc là, c'est vraiment la deuxième phase, la phase folliculaire tardive, elle est appelée dans la littérature. Ensuite, on va avoir, ça dépend des auteurs, mais c'est une partie à part entière qui est l'ovulation, où vraiment ça va durer entre 1, 2, 3 jours. En tout cas, c'est un moment donné dans le cycle où il y a un ovocyte qui va être expulsé par les ovaires, qui va basculer, qui va cheminer dans vos trompes jusqu'à rencontrer potentiellement un visiteur spermatozoïde ou pas. Donc ça, c'est votre ovulation. Et ensuite, en fait, il va y avoir la progestérone qui va augmenter après ce pic de LH et qui va être, elle est utile pour faire l'endomètre. Donc l'endomètre, c'est un peu la tapisserie de votre utérus. Et en fait, à quoi ça sert un endomètre à part se desquamer pour faire vos règles? Bah, en fait, c'est toujours cette histoire de, on va faire un bébé. L'idée, c'est que s'il y a fécondation, et ben, l'ovocyte va pouvoir s'implanter dedans et ça va être des nutriments. C'est ce qui va permettre effectivement ouais, j'ai plus de lumière de mettre à terme la grossesse. En tout cas, de commencer à nourrir l'ovocyte. Enfin, du coup, maintenant, c'est un œuf parce qu'il a été fécondé, jusqu'à terme où ça va devenir un bébé. Et donc, ça va être une augmentation croissante. Mais s'il n'y a pas eu fécondation, et ben, du coup, elle rediminue et là, on va retomber sur la il n'y a pas assez de progestérone, plus d'oestrogène et l'endomètre du coup, bah, ne peut pas tenir. Il n'y a plus assez de progestérone pour que le tissu, enfin la tapisserie de l'utérus tienne et on est reparti pour un tour, c'est le nouveau cycle menstruel. Bon Donc cette cycle. phase post-ovulatoire s'appelle la phase lutéale et en fait, elle peut être divisée en 2 avec une période où on a la progestérone et les oestrogènes qui sont croissants et une autre partie où elles sont décroissantes. Voilà. D'accord, parfait. Et si on revient donc sur la phase 1, quelles sont les caractéristiques d'un point de vue un petit peu neuro-hormonal, performance, risque de blessure, etc. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu ça phase par phase? Yes. Alors déjà, je fais un petit disclaimer, c'est très compliqué de s'y retrouver dans la littérature parce que quand on parle de performance, en fait, les auteurs sont déjà pas tous d'accord. Donc en fait, est-ce qu'on parle de la performance en force? Est-ce qu'on parle de la performance en endurance? Certains auteurs disent que la performance, c'est la non-survenue de blessure. Donc en fait, il y a certains auteurs, quand on essaie de faire une méta-analyse avec ça, on se dit, attends, on est en train de comparer des ananas, des carottes et des choux. Et en fait, on essaie d'avoir des effets. Donc c'est pour ça que quand vous essayez de commencer à lire la littérature là-dessus, ça peut être hyper déroutant, très contradictoire et vraiment il faut avoir une connaissance du contexte parce qu'on s'y perd vraiment et c'est pour ça qu'avec Flavio, on a pas mal discuté, c'est que sans connaître un peu tout ça, on peut vite, aller à la conclusion et se dire: «Bah, oui, mais non, en fait, il faut vraiment tout considérer». Donc petit disclaimer, c'est que la qualité des études est pas toujours au rendez-vous parce que, les chercheurs de l'époque, en tout cas, ne faisaient pas forcément un testing des phases et vraiment on est aux prémices de cette sphère de recherche. Donc voilà, à prendre avec un peu de recul tout ça. En phase 1, un symptôme qui est typique et qu'il y a beaucoup de femmes qui vont en parler, ça s'appelle les dysménorrhées. Ce sont les douleurs qu'on a lors des menstruations. Et donc ça, il y a des personnes chez qui c'est complètement absent, d'autres chez qui c'est très invalidant. Et ça, tout ce que je vous parle, ce sont des études qui n'incluent pas l'endométriose.
du coup, je pense que vous en avez entendu parler. C'est l'implantation de l'endomètre qui est un peu trop excessive et qui aurait tendance à être très inflammatoire et voire même aller dans d'autres endroits du corps. Donc parfois, il y a des personnes qui ont du tissu en fait endométrial qui peut se nicher dans le diaphragme, vraiment hors de la cavité péritonéale, et c'est très très douloureux et c'est un syndrome inflammatoire immense pendant les menstruations. Donc là, tout ce dont je vais vous parler, c'est des cycles normaux, sans contraception, donc théoriques comme le livre. La première partie, donc, c'est les dysménorrhées, douleurs pendant l'exercice, qui peuvent survenir pendant l'exercice. Et donc, il y a des auteurs qui ont trouvé, par exemple, donc, un chercheur français qui s'appelle Pierre-Hugues Higonin, que je salue si un jour il tombe sur ce podcast, parce qu'il m'a permis de venir le voir en stage à Saint-Étienne avec les filles, quand il faisait sa thèse. Il a publié une étude cette année qui disait qu'il y avait une diminution de performance dans le football pendant cette phase, notamment en termes de nombre de kilomètres parcourus et en nombre de sprints répétés pendant cette Ouais. phase. Donc pendant 3 ans, ils ont suivi 8 joueuses et ils ont trouvé qu'il y avait moins de kilomètres parcourus pendant cette phase. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est dû justement à ces dysménorrhées ou est-ce que c'est dû à une variation hormonale? Comme je vous le disais, actuellement, c'est la période où les hormones sont au plus bas, donc peut-être que c'est en lien avec la dysménorrhée. On ne sait pas, c'est pas précisé dans l'étude, mais c'est quelque chose à considérer. Autre chose aussi, c'est que la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui est responsable du bonheur dans le cerveau, schématiquement bien sûr, eh bien il est plus bas pendant cette phase. Donc ça peut expliquer les désordres de l'humeur, en tout cas cette envie furieuse de rester sous sa couette quand on a mal au ventre. Ça peut être expliqué aussi par la diminution de sérotonine pendant cette phase de menstruation. Ce sont les trois gros points qu'on a pendant Bon. cette première phase. Donc, d'un point de vue kiné, médecin, voire même coach, est-ce que pendant cette phase 1 donc de menstruation, est-ce qu'il y a t'aurais des recommandations toi sur, je sais pas, la prise en charge, que ce soit kiné ou coach, charge d'entraînement, match, est-ce qu'il y a, enfin c'est une question un petit peu très large comme ça et forcément difficile à répondre, mais Ouais. pendant cette phase qui est quand même assez critique, hein, puisque baisse de la sérotonine, baisse des performances, douleurs associées, dysménorrhée. Comment toi, quels sont tes recos là-dessus dans cette phase qui est si spécifique Bah, aux femmes? moi, ce que je veux surtout pas entendre ou que mon message soit détourné, c'est que je veux pas que les filles soient mises au banc parce qu'elles ont leur menstruation, tu vois? C'est pas du tout dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Comme je le disais, il y a plusieurs types de performances. Pour autant, il y a certaines études qui avaient trouvé que, le désir de non, attends, je la refais. Ça dépend du type de performance qui est considéré. Il y a des personnes qui ont une meilleure créativité pendant cette phase. Donc ça, c'est plutôt de la neuroscience. Je t'avoue que j'ai pas tout creusé dans ce sujet et je pense pas tout bien comprendre quand je lis des études là-dessus. Il y a des personnes qui ont une meilleure habilité à concevoir des contextes. Donc tu vois, par exemple, il y a une meilleure habilité à un test rotatoire du cerveau. Je le connais pas ce test, mais c'était décrit comme ça dans cette étude. Donc par exemple, pour un meneur de jeu, elle aura peut-être une créativité différente. Donc tu vois, quand on parle de performance, ça va surtout dire oui, mais attends, tu parles de quelle performance? Et surtout, je dirais qu'avant que le coach s'en mêle, avant que le kiné s'en mêle, avant que le médecin s'en mêle, elle, qu'est-ce qu'elle sent? Parce qu'il y a des femmes sur qui ça fait rien. Il y a vraiment des femmes qui ne ressentent pas de douleur pendant leurs règles. D'autres, elles sont à terre. Donc déjà, toi, comment t'es? Comment tu te sens? Maintenant, c'est un peu... Je pense qu'on a tous vécu des séances où on doit aller courir, on ne sait pas trop si on est fatigué ou si on a la flemme. Bon, si déjà tu dois trancher entre deux, déjà toi toute seule, si tu dois aller courir, regarde, ok, t'as tes règles, ok. Déjà, t'as pas de contre-indication à aller faire du sport. Il n'y a aucune contre-indication à aller faire du sport pendant cette période. Après, c'est question d'intensité. Si tu te sens fatigué et que t'as mal au ventre, c'est peut-être pas le moment d'aller faire ton test de VMA et d'aller cracher tes poumons. À toi de t'écouter. Il y a je sais qu'il y a des techniques de yoga où ils prennent en compte le cycle menstruel et ils évitent les inversions pendant cette période. Actuellement, la littérature scientifique ne nous donne pas de données robustes pour dire que c'est contre-indiqué. Après, si dans tes croyances, dans ce que tu penses être bon pour toi, tu préfères ne pas le faire, personnellement, effectivement, je suis pas très à l'aise de me mettre la tête en bas quand j'ai mon écoulement. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Donc déjà, connais-toi toi-même et après tu peux commencer à dire des choses au coach. Personnellement, en faisant une thèse là-dessus, c'est vrai que j'ai un certain intérêt sur le cycle menstruel. C'est pas dans cette phase où clairement je demanderais à pas m'entraîner.
Il y a une phase où je suis beaucoup moins à l'aise avec mon corps, j'ai des ressentis en termes de charge qui sont différents, une fatigue qui est différente. Donc connais-toi. Il y a des personnes qui vraiment, c'est une phase où ils pourront pas pousser pendant 2-3 jours. Bah, tu as d'autres choses à faire. Si tu es dans une équipe de foot, tu as toujours un endroit où tu as les blessés qui sont sur le côté, qui font des petites, tu sais, des petites skills, des gammes, des choses comme ça. Donc en fait, connais-toi toi-même et je pense que les équipes, elles doivent juste être ouvertes à la discussion. On peut pas donner de recette en disant, bah, elle est en telle phase, elle va être super bonne là-dessus. C'est très, très individuel encore. Et je pense surtout que c'est un outil de connaissance de soi qui est hyper important pour les femmes en premier. Après, en tant que coach, on en parlera peut-être après. La question qui est plus importante de est-ce que tu as tes règles, c'est est-ce que ça fait combien de temps que tu n'as pas eu tes règles? Celle-là, elle va plus m'intéresser, moi en tant que kiné, et elle devrait intéresser beaucoup plus de médecins, y compris si elles ont de la contraception, parce que ça peut cacher quelque chose de plus grave qui est la triade de la femme athlète, qui, je pense, tu le connais avec la clinique du coureur, appartient au Redes syndrome. Et moi, clairement, je pose plus souvent la question de attends, juste là, on fait le point. Quand tu as quelqu'un qui vient avec 3 fractures de fatigue en 3 mois, juste redis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as eu tes menstruations et qu'elle te dit 9 ans? Bah, tu vois, là, j'ai plus intérêt à les creuser et pour moi, c'est plus intéressant de considérer l'absence de règles que est-ce Ouais, que tu as tes règles? Tu vois ce que ouais, je veux dire? ouais, hyper, hyper intéressant. Ok, merci pour donc la phase 1. On va enchaîner phase 2, donc montée d'ostrogène. Qu'est-ce qui se passe Ouais. dans cette phase, tu disais tout à l'heure, post-folliculaire ou folliculaire tardive? Heu, folliculaire tardive, ouais. Alors, moi, j'avais Francis, tu sais, mon collègue que tu connais aussi, au début, quand j'essayais de lui expliquer le cycle menstruel et en fait, il a fallu que je présente mon projet de thèse, à des nombreux, quadragénaires, masculins. Ils m'ont dit: «Bon alors les hormones, écoute Manon, là, va falloir que tu simplifies, hein, parce que c'est trop compliqué». Ah ouais, mais bon, c'est la vie, tu vois? Et en fait, je me suis retrouvée à dire: «Bon alors, je veux un message impactant» et en fait, cette phase, moi je l'appelle la phase Beyoncé. Bien sûr. Comme ça, tout le monde retient. Parce que en fait, les œstrogènes non mais comme ça et là, vous allez retenir aussi. Les œstrogènes, en fait, elles ont une capacité un petit peu, elles ont ce potentiel anabolisant. Donc, il y a déjà une meilleure utilisation du glycogène musculaire, c'est-à-dire que dans vos contractions musculaires, il y a c'est vraiment beaucoup mieux vécu. Donc, je dirais que quand on fait de la muscu, c'est ce ressenti un petit peu de c'est tout léger, quoi. Il y a un meilleur effet potentiel de l'entraînement en résistance et le désir de compétition et de motivation, il est carrément accru. Pour, augmenter un peu mes connaissances, je vous avoue que j'ai lu énormément la littérature grise, donc je pense que tu vois ce que c'est. Grosso modo, ce serait tous les livres qui sont non scientifiques sur le sujet et Dieu sait qu'il y en a sur le cycle menstruel. Donc La femme optimale, Lune rouge, donc tout ce qui serait en fait un côté très spirituel du cycle menstruel parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'opposé de scientifique qui s'intéresse au cycle menstruel et qui s'est emparé du cycle menstruel avant les scientifiques. Et qu'est-ce qui se dit aussi dans ces cycles? Moi, pour pouvoir débattre, si tu veux, je trouve ça hyper intéressant de se nourrir aussi de cette littérature-là parce que, bah, en face, j'ai des femmes qui ont déjà lu ça. Donc, si tu veux, je sais les idées préconçues qu'il peut y avoir. Dans cette phase, globalement, je suis plutôt d'accord avec ce qui est dit dans ces livres-là. On dirait que c'est la phase où on est le plus enclin à aller vers les autres. Comment ça s'explique? C'est qu'en neurosciences, effectivement, c'est une phase où les oestrogènes vont permettre la sécrétion de beaucoup de neurotransmetteurs qui sont responsables notamment bah, du bonheur, des choses. On est plus enclin à aller vers les autres, etc. Donc, à titre individuel, c'est vraiment une période où on va être glowy, d'où le terme Beyoncé, avec l'apogée au niveau de l'ovulation, où clairement vous êtes Queen Bee, quoi. C'est vraiment le summum ultra. Et sachez aussi que dans le règne animal, l'ovulation est détectée par les mâles, parce qu'effectivement, c'est une période où on est un petit peu plus... voilà, c'est vraiment la période de reproduction. Donc en fait, dans le règne animal, bah, les mâles sont capables de détecter quand les femelles sont en train d'ovuler. Et pour nous, je ne sais pas si c'est aussi subtil, mais effectivement, pour notre peau, pour notre humeur, pour beaucoup de choses, on est beaucoup plus avenante, beaucoup mieux dans notre peau. Donc toute cette partie-là, c'est ce que j'appelle la partie Beyoncé, parce que c'est vraiment la période, on va dire, plus sport résilient, tu vois, Ouais, de notre cycle. ouais, À ouais. contrario, à la partie donc post-ovulatoire, où on va avoir la progestérone qui va augmenter. Donc comme je vous disais, elle fait une petite montagne avec les oestrogènes qui sont juste en dessous. Où là, bah, je fais référence à votre pop culture. Il y a d'autres choses qui vont se passer, mais en tout cas, on est moins sport résilient.
Donc l'adaptativité est un peu moindre, l'entraînabilité, peut être un peu plus compliquée et encore ça dépend de ce que vous faites sincèrement. Il y a des sports où vous pouvez ne pas le voir du tout. Le yoga par exemple, ça a beaucoup moins d'impact que quand vous devez pousser ou vous poussez vous-même au maximum de vos capacités. Cette phase-là, donc la phase lutéale, je la divise en 2 parties, en tout cas elle est classiquement divisée en 2 parties. La première du coup, qui va être la phase croissante. À ce niveau-là, en fait, l'influence et la quantité assez haute de progestérone, va augmenter la fréquence cardiaque. Vous allez avoir des sensations de dyspnée, donc d'essoufflement plus importantes. Ça va augmenter votre fréquence respiratoire et donc ça va augmenter votre saturation en oxygène. Tout ça, cumulé, va diminuer votre confort à l'exercice. Donc quelque part, impacter votre performance. Si vous vous sentez moins confortable, pas tendance à courir aussi vite que d'habitude. Ce qui se passe aussi pendant cette période-là, c'est qu'on a une augmentation de la température corporelle. Si la température corporelle augmente, ça a un impact sur votre capacité de thermorégulation. Il y a plus de travail à faire. Ensuite, il y a aussi une rétention d'eau qui va avoir lieu. Elle augmente d'ailleurs. Et l'insuline va diminuer. Tout ça, ça va augmenter votre masse corporelle. C'est pas que vous avez pris du poids, c'est qu'en fait, vous avez pris du volume en termes de volume plasmatique. Vous faites de la rétention d'eau. Chez certaines femmes qui ont tendance à faire de la rétention d'eau, généralement, vous pourrez regarder, si vous avez des jambes comme des poteaux, regardez si ça revient de manière régulière. Est-ce que c'est en lien plutôt avec ce que vous avez pris l'avion? Probable, plus probable que ce soit ça que votre cycle. Mais si c'est assez subtil et que ça revient tous les mois, ça peut être intéressant de regarder si c'est pas justement quand vous avez votre pic, de progestérone. Ouais, hyper Ensuite, il y intéressant. a des auteurs qui décrivent que la Ouais, performance en endurance est diminuée pendant cette phase. D'autant plus si l'environnement est chaud et humide, parce que du coup, avec cette augmentation de température corporelle, il y a de la difficulté à évacuer, en tout cas le gradient de température est plus compliqué à faire et donc quand on fait le Grand Raid de la Réunion, il y a une certaine humidité et ça semble, en tout cas c'est vraiment un papier qui a été sorti, c'est le titre du papier, c'est, que il y a une influence du cycle menstruel en milieu chaud et humide pendant la phase lutéale. Donc c'est assez d'accord. intéressant. Et donc tout ça globalement a lieu pendant la phase lutéale et en deuxième partie de phase lutéale, quand ça va diminuer, c'est ce qu'on appelle classiquement la phase lutéale tardive et elle peut être connue aussi sous le nom de syndrome prémenstruel. Donc il y a certaines femmes qui disent SPM, c'est beaucoup retrouvé dans la pop culture ou alors, actuellement sur tout ce qui se passe dans la littérature, on va dire dans les journaux, généraux, autour du cycle menstruel. Qu'est-ce que c'est le syndrome prémenstruel? Bah, c'est un ensemble de symptômes qu'on peut ressentir juste avant la survenue des règles. On a une certaine irritabilité, des désordres un petit peu alimentaires, on peut avoir de la difficulté à digérer, on peut être très ronchon. Moi personnellement, j'ai un alter ego, qui s'appelle Ségolène pendant cette période et c'est là, où je fais référence à la pop culture, où je vous dis c'est vraiment la phase Britney Jones. On a un pot de glace, une couette et on attend que ça passe parce que très clairement, on est beaucoup moins queen bee dans cette phase. C'est Ouais. vraiment l'environnement est plus stressant. Hormonalement, il se passe plus de choses. Rappelez-vous qu'en fait, ce que votre corps essaye de faire, c'est de procréer. Enfin, en tout cas, c'était une nidation et que là, il va évacuer tout ça et que du coup, il se passe beaucoup de choses. Donc effectivement, si vous devez faire de l'exercice, intensif, peut-être qu'il y aura moins de ressources à disponibilité. En tout cas, ce sera peut-être plus difficile de pousser et encore, ça dépend des personnes. Des personnes où ça passe vraiment, elles le voient pas passer. Moi, personnellement, je le vois beaucoup sur mon humeur et le détecter, ça m'a permis de déjà communiquer avec mes collègues ou avec mes partenaires ou avec, ma famille, de dire: «Non, non, là, c'est go, cherche pas». Parce que des fois en fait, quand je me suis rendu compte que c'était ça, c'est que c'était toujours 2-3 jours avant mes règles. Je me disais: «Non, mais tout me saoule, quoi. Les gens sont chiants, je suis chiante, tout le monde est chiant, tout me gave, on peut pas me parler, je n'ai pas une pensée construite» et voilà et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit: «Tu sais, ça arrive tous les mois quand même, hein» et en fait, c'était ça et je me rendais compte que quand j'avais mes menstruations. Donc en fait, moi, le reconnaître, ça m'a permis aussi de me dire: «Oh, non mais attends, tranquille, je suis où là, moi déjà? Ah oui, OK, j'en suis là. Je me prends pas la tête avec ça, je le gérerai dans 2-3 jours quand ça ira mieux». Donc je fais partie des personnes qui, sont assez réceptives aux hormones aussi. Donc Ouais. clairement, je suis C'est bien influencée par ça. c'est Donc hyper voilà, intéressant. globalement.
c'est hyper intéressant maintenant d'être vraiment, tu vois, à l'écoute de son corps et de prévenir son entourage aussi. Ça peut expliquer un petit peu ces évolutions par vague, comme dirait John Gray dans Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, que C'est j'ai ça. de lire il y a quelques temps. Mais clairement, ça a du sens. Et puis, informer l'entourage, ça permet d'expliquer aussi et de comprendre. Et ça, c'est hyper Mm, important. mm. On doit résumer cette phase 4, donc la phase lutéale qui va de après l'ovulation, donc après 14 jours jusqu'à 28 jours, tu me dis si Ouais, je me trompe, hein. On est vraiment dans une ouais, phase là c'est où ça. on est moins enclin à performer. Globalement, il y a des changements physiologiques qui font qu'on est un petit peu peut-être, voilà, que les femmes ont peut-être une physiologie un petit peu peut-être altérée, on pourrait dire. Pour performer, tu le dirais comme ça, toi? Alors, moi, je dirais pas altéré, Altérée, ouais, pas c'est pas. forcément, parce qu'en fait, c'est surtout en contraste du pic œstrogénique, tu vois. Donc, en fait, est-ce que c'est pas plutôt, on est vraiment très adaptable et très entraînable à ce niveau-là, et du coup, en contraste, on l'est moins. Tu vois, moi, j'ai plus envie de le dire comme ça parce que l'avant, je veux dire, tu vas être d'accord avec mon message. Enfin, j'ai été formée clinique du coureur. Là, ce qu'on veut, c'est que les gens sortent du canapé, tu vois. On peut pas dire, non, 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 ne t'entraîne pas. Moi, c'est pas le message que je veux porter. C'est Ouais, juste clairement. que si tu cherches à développer des qualités athlétiques, ça peut être intéressant de le construire en connaissant ça. Tu vois ce que je veux dire? Si tu es spécifique, si tu es athlète de haut niveau, que tu es en train de gérer ton sommeil parfaitement, parce que j'ai beau faire une thèse là-dessus, la base de la base, c'est l'alimentation, le sommeil et la nutrition. Oui, Et oui. si ces trois-là, ça commence déjà d'être mieux, eh ben là, on va pouvoir s'amuser avec les hormones et se dire, ah, attends, 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 t'as ce qu'on va faire, on va se faire un super bloc de planif en phase oestrogénique, parce que là, tu vois, c'est cherry on the cake, quoi, tu vois. Ouais, 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 Alors que quelqu'un qui n'a pas la base de la base, très clairement, t'es peut-être juste de mauvaise humeur parce que t'as pas dormi cette nuit, quoi. Tu vois, c'est peut-être tout simplement ça. Donc, tout ça à mettre en perspective vraiment avec la vraie vie. Donc, j'ai pas envie qu'on retienne, non, non, t'entraînes pas pendant cette phase, mais juste si, par exemple, des personnes qui font de la muscu, bah, peut-être que c'est plus la période où tu vas pas chercher à faire tes max, mais travaille ta technique. Parce que ce sera peut-être plus intéressant, et puis tu vois ce que ça donne dans une semaine. Et là, tu auras peut-être plus de pêche, plus de jus. Tes barres, elles vont peut-être passer toutes seules. Tu vois, je trouve qu'en muscu, même en crossfit, c'est plus facile à ressentir qu'en course à pied, où tu vois, ça va dépendre de, bah, vas-y, je pars sur quelle sortie, en handball, en sport collectif. Tu vois, moi, j'étais gardienne de but, très clairement, ça changeait absolument rien à ma pratique, quoi. À part que j'avais un peu mal au ventre, et puis une fois que j'étais en train de jouer, j'avais mon shoot d'endorphine et j'oubliais, quoi. Ouais. Donc, Je pense que ça a du sens. Les voilà. gens qui vont nous écouter, là, je pense que ça va résonner en eux. Et puis peut-être que chez les patientes, ça va vraiment donner des clés. Ouais. Il y a une phase, il y a une partie dans le cycle menstruel où il y a une plus grande laxité ligamentaire. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment ça se Ouais, passe et qu'est-ce qui se passe en fait concrètement? effectivement, je l'ai passé. Alors c'est là-dessus on a été, on s'est un peu, on a parlé. Donc la revue de littérature de Herzberg que tu avais partagée, mettait en évidence effectivement que c'était autour de l'ovulation, qu'il y avait une laxité ligamentaire augmentée. Bon, super, mais qu'est-ce qu'on en fait de de cette info? Et c'est marrant parce que j'ai rencontré une teammate de recherche en Australie, qui s'appelle Chelsea, que je salue si elle écoute ce podcast, qui me dit, donc elle qui a été embauchée par la FIFA et qui fait une thèse avec la FIFA, et qui me dit, non mais attends, parce que toi là, pareil, on a lu les papiers, moi les filles, elles viennent me voir en me disant, non, 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 mais attends, je suis en ovulation là, faut pas que je joue, je vais me péter le croisé. Ça veut dire, non, c'est pas vraiment ça. Non, mais tu vois, c'est pour ça qu'en fait, il faut rester prudent quand on diffuse ce genre d'études. C'est que, bah, oui, mais non, en fait, ça dépend. T'as bien dormi, t'as bien mangé, comment tu te sens. Si effectivement tu viens de te faire larguer par ton mec, que t'as eu ta semaine d'examen, que j'en sais rien, moi, c'est plurifactoriel, sans déconner. Enfin, je suis d'accord que ça joue, Alors, mais juste à la vas-y. défense, pour la défense de la revue thématique de Hertz, ce qu'ils disent, c'est que c'est dans la phase avant l'ovulation, c'est dans la phase folliculaire. Ils Ouais, disent pas sur la forcément à pique, sur la. l'ovulation. Ouais, 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 non, mais ça, c'est clair. Mais en fait, si tu veux, enfin, c'est très compliqué de discerner, c'est que ta phase juste avant l'ovulation, c'est ton pic œstrogénique, en fait. Donc, est-ce qu'il a testé? Tu vois, est-ce qu'il a fait des prises de sang à toutes les femmes pour savoir si elles étaient à leur pic œstrogénique, qu'elles avaient eu leur pic de LH et qu'elles avaient ovulé? Lui, il détecte le moment où elles ont de la progestérone. Ok. Donc théoriquement, effectivement, la LH a été. Enfin, tu vois, c'est
c'est plus complexe que ça. Donc oui, après, il a un nombre de... Dans cette revue systématique, il y a un nombre de patients inclus qui est énorme. Ça, clairement, moi-même, je m'incline. Ce que je reproche à cette étude, c'est que ils ne précisent pas le type de pilule qui est donné. Donc, c'est groupe OCP. Mais c'est clairement si tu mettais, bon, alors des painkillers, ça peut être autant un dafalgan qu'un nifluril. On est d'accord qu'un dafalgan, c'est juste une molécule qui enlève la douleur. Un nifluril, c'est un anti-inflammatoire. Les deux n'ont pas du tout la même action sur l'organisme. Bah, pour les pilules, c'est pareil. Vous pouvez pas comparer une pilule mini-dosée qui n'a que de la progestérone ou macrodosée. Donc en fait, même si vous avez la même molécule, bah, si vous n'avez pas le même dosage dedans, c'est pas la même chose. Donc si en plus, il ne précise même pas quel type de pilule c'est, moi ça me pose problème. Tu vois, on peut pas... Les études qu'il avait incluses n'étaient pas assez rigoureuses là-dessus. Et du coup, c'est là où tu vois, puis nous, en tant que kiné, on dit quoi? Bon, bah, du coup, prenez la pilule parce que bah, vous allez moins avoir de risque de vous péter le croisé. Je suis mal à l'aise, en fait, avec cette conclusion. Donc, Ouais, en ouais, fait, clairement. oui, Ouais. effectivement, il semblerait que l'augmentation des œstrogènes juste avant l'ovulation et du coup, bah, qui provoque l'ovulation due au pic de LH augmente la laxité ligamentaire. Peut-être effectivement que c'est à l'origine de beaucoup de ruptures des croisés, mais on ne sait pas si c'était pendant cette phase. Donc là, je pense qu'il y a plein d'études qui vont popper dans les prochaines années parce que ça a été quand même bien diffusé et qu'il y a des staffs qui sont au courant et qui vont peut-être faire des études prospectives pour voir si c'est le cas ou pas. Donc on va voir, on aura le fin mot de l'histoire. En tout cas, c'est en théorie, c'est possible. Maintenant, je pense qu'il y a des facteurs confondants quand même à connaître et je dirais que je renvoie à ce que j'ai dit plus tôt. Connais-toi toi-même, il faut que tu te traques. Si tu es autour de cette période-là, il y a des signes en fait visibles de l'ovulation. Les femmes ne les connaissent pas, même si la partie visible du cycle menstruel, c'est l'iceberg, donc les menstruations. L'ovulation, en fait, elle peut se manifester par différentes choses. Une douleur dans le bas-ventre au niveau de l'ovaire qui est en train de travailler pour envoyer l'ovocyte. Ça peut être une sensibilité plus importante au niveau de la poitrine. Ça peut être également au niveau des pertes blanches qui sont dans le fond de la culotte. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est un super tracker, entre guillemets, parce que c'est ça qui va déterminer. Donc la glaire cervicale, c'est ce que les femmes retrouvent qui sont dans le fond de la culotte, en fait. Bah ça varie au cours du cycle. Donc pour moi, il y a plus d'intérêt à se dire, ok, j'en suis là, je suis fatiguée, il y a eu telle chose, on repart à ce que j'ai dit plus tôt avec est-ce que j'ai la flemme ou est-ce que je suis fatiguée? Bah si tu as trop de trucs qui sont dans la case, bah là ouais, peut-être qu'il vaut mieux se méfier, tu vois. J'aurais Yes. tendance à dire ça. Donc c'est sûr que c'est pas un noir et blanc comme on voudrait que je le dise, mais voilà ma réponse là-dessus. Ouais. Et je t'avoue que quand moi j'avais fait le post donc sur la contraception et les ligaments du croisé, premièrement, j'étais super surpris. Donc la conclusion de l'article, c'était la contraception réduit le risque de lésion du croisé. Et Ouais. en plus, bon, j'imagine qu'un shoot d'hormones comme ça, c'est pas très sain, c'est pas très voilà. Il y a eu plein de polémiques j'y connais rien hein, en soi, mais il y a eu plein de polémiques sur, tu sais, les dosages des pilules, etc. Donc moi, j'aimerais que tu nous dises, en tout cas toi, à ce jour, c'est quoi la relation entre la contraception et le risque de blessure, notamment du croisé? Parce que c'est l'une des pathologies les plus, on va dire, sérieuses, handicapantes. Moi, en fait, je pense que pour la contraception, pour répondre à cette question, déjà, je pense que la principale, ce serait que tout le monde sache pourquoi elle prend la contraception. Malheureusement, les femmes sont trop souvent mises sous pilule parce qu'elles ont un cycle irrégulier, déjà. Donc, en fait, comme je l'ai dit, en puberté, tu viens d'avoir tes menstruations. Tu as 2 à 3 ans avant que ça se régule. Est-ce qu'on peut laisser le corps agir par lui-même pour voir comment ça se passe? Moi, je sais pas si c'est le croisé qui me dérange le plus ou le REDES, je sais pas. Parce qu'en fait, une contraception peut cacher une vraie aménorrhée, enfin, non pas qu'il y en ait des fausses, mais si vous avez une contraception qui enlève vos menstruations, on peut passer à côté de quelque chose de très grave, qui est le REDES, et qui là est un syndrome métabolique qui est pire que le surentraînement. Enfin, vraiment, en termes de choc métabolique pour votre organisme, les athlètes de haut niveau qui sont en REDES, si c'est pas détecté à temps, c'est quand même compliqué de s'en remettre. Est-ce que Parce tu peux que, détailler? qu'est-ce que c'est le REDES? Ouais. Tu peux détailler parce que je pense qu'il y en REDS. a plein qui ne connaîtront pas. Ouais. En fait, le REDES, et en plus je dis RED,
Redes, mais il faut dire Reds. On s'est fait reprendre par la nana qui a créé ça pendant la conférence, donc le Reds. C'est un peu la mise à jour qui a été faite de la triade de la femme athlète, qui était donc la triade de la femme athlète, c'est un triangle qui lie l'absence de règles, donc l'aménorrhée, ça s'appelle, la faible disponibilité énergétique et la santé osseuse. Ce qui se passe, c'est que si vous avez donc en haut une faible disponibilité énergétique, en tout cas une différence trop importante entre vos dépenses et vos apports, c'est-à-dire que vous êtes en dette en termes d'apport, de manière prolongée, vous pouvez tomber en aménorrhée, c'est-à-dire que vous n'avez plus de cycle menstruel, vous n'avez plus le turnover œstrogène et progestérone. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire sur les œstrogènes, c'est qu'ils étaient responsables, ils ont un rôle très très important dans le turnover osseux, notamment sur le turnover ostéoblaste-ostéoclaste. Vraiment, ils vont stimuler à fond la reconstruction osseuse. Donc, plus d'œstrogène, enfin en tout cas plus cette variation œstrogène-progestérone, plus de reconstruction osseuse, et en fait, ça vient impacter la masse osseuse. Et la masse osseuse, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, elle peut être impactée par l'entraînement. Je pense à l'ultra-trail, je pense au marathon. Donc, en plus, qui sont des sports qui font brûler énormément de calories, si une femme est sous pilule, elle se rend même pas compte qu'elle est en aménorrhée, en fait. Et si elle n'a pas été éduquée à ce qu'elle est censée manger en termes de calories, en tout cas à ce qu'elle dépense, elle peut se trouver dans cette triade. Et cette triade, maintenant, s'inscrit dans un trouble métabolique global qui, je le précise, touche autant les hommes que les femmes. C'est pour ça qu'ils l'ont renommée REDS. Eh bien, en fait, elle reprend cette insuffisance de disponibilité énergétique. Donc, la différence entre les apports et la dépense, les apports alimentaires et la dépense énergétique quand vous faites du sport. Si vous êtes dans cette situation de manière prolongée, vous allez avoir un impact sur votre organisme qui va littéralement péter un plomb. Il va y avoir des priorités. Et sa priorité, ça va être peut-être juste déjà de faire pomper votre cœur, d'envoyer le truc respi, mais certainement pas de procréer. Et un des premiers trucs qui l'arrête, c'est le cycle menstruel. Sauf que, comme je vous ai dit, les oestrogènes sont très importants pour la santé osseuse. Et donc, on peut avoir beaucoup de fractures de fatigue, des œdèmes osseux, beaucoup de choses. En fait, il y a tout un continuum de problèmes sur la santé osseuse qui va, du coup, des fractures de fatigue chez certaines patientes, mais de l'ostéopénie, de l'ostéopérose chez des femmes très jeunes. Ouais. Et donc, pour moi, est-ce que toutes les sportifs sont éclairés à ce niveau-là? Est-ce que, du coup, on se prescrit bien les contraceptions comme il faut? Donc voilà, moi, j'ai plus tendance à m'inquiéter là-dessus. Pour le ligament croisé antérieur, je suis gênée qu'on dise, la pilule a un effet protecteur. Franchement, est-ce que ces études ont évalué l'effet des stabilisateurs de hanche, tu vois? Franchement, pour moi, c'est peut-être plus regarder le contrôle du valgus dynamique qui est plus important que la mettre sous pilule, très clairement. Et en tant que kiné, je crois que notre rôle, c'est plus ça que de prendre la pilule. Que de dire à quelqu'un de 13-14 ans qui ne connaît pas son corps, qui vient d'être réglé, qui en plus, je le précise, le capital osseux, il est établi à la puberté. C'est-à-dire que des femmes qui n'ont pas fait de sport à la puberté ou qui ont fait des sports portés comme la natation, comme le vélo, et ben en plus de ça, elles arrivent avec une banque osseuse qui est beaucoup moins forte que des personnes qui ont fait des sports avec impact, parce que l'os réagit à la contrainte qu'on lui donne. Donc, quelqu'un qui change de sport, admettons, sur les 15, 16, 17, 18 ans, qui passe à un sport à pivot, qui en plus, tu vois, a pas eu des impacts. Enfin, tu vois, je sais pas, moi, c'est tellement plus global. Quand j'ai commencé à mettre là-dedans, il faut être assez prudent et je pense juste que la contraception, ça doit être un choix éclairé. À la fois, on sait ce qu'on donne, on sait pourquoi. Est-ce que c'est abuser de contraception? Est-ce que c'est abuser d'arrêter les cycles parce qu'on a mal au ventre? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on boit bien? Est-ce qu'on a tout essayé à ce niveau-là? Et est-ce que en fait, on est les mieux placés pour dire prenez la pilule? Est-ce que les gynécos sont les mieux placés pour dire si vous voulez pas vous faire le croisé, prenez la pilule? Enfin, je pense que nous, en tant qu'kiné, on sait très bien ce qu'on peut faire en prévention du croisé. Le FIFA 11+ a vachement... Bon, c'est sur les lésions des ischio-jambiers, mais on a déjà Enfin, je pense que tu connais plus les études qui ont fait de la prévention sur le ligament croisé. On a des choses à proposer avant de proposer ça, je pense. Voilà mon avis. Désolée, c'est long. Hyper intéressant, non, mais on voit que c'est à la fois complexe et nuancé, qu'il faut avoir une approche vraiment biopsychosociale, comme on dit toujours, en prenant en compte l'ensemble de ce qui se passe dans la vie
des personnes et des femmes. Donc, clairement, bah, merci beaucoup pour cette réponse nuancée. J'aime beaucoup, on aime beaucoup la nuance à l'agence puisque jamais il n'est rien tout blanc, jamais n'est tout blanc, rien n'est tout blanc ni tout noir, bien sûr, surtout en sciences. Donc c'est cool, bah, on Exactement. a fait un bon petit tour en tout cas sur le cycle menstruel, les spécificités des femmes et puis la contraception. J'aimerais que tu nous parles de la conférence que tu allais faire donc en Australie, donc le Women in Sports Congress première édition à Melbourne en Australie, à la Trobe Ouais, University, une université qu'on ouais. connaît un petit peu à l'agence puisque on travaille avec des gens de la Trobe, Jill Cook et Bonnie Rio, donc qui vont venir d'ailleurs en France là dans quelques jours parce qu'il y a le Paris Lower Limb Summit qui va se tenir dans un mois tout pile. Donc raconte-nous un petit peu Manon comment c'était cet événement et surtout quelles ont été les communications qui ont le plus retenu ton attention et pourquoi. Et bah, ouais, c'était énorme. Franchement, moi, je suis vraiment contente et je remercie vraiment tous ceux qui ont contribué à me faire partir là-bas parce qu'effectivement, c'est grâce à l'université en partie que j'ai pu y aller. Donc, vraiment, merci Physioformation et merci l'université pour m'avoir aidée parce que du coup, c'est une thèse que je fais en partenariat avec Physioformation. Donc, ils ont été facilitants à ce niveau-là. Donc, merci beaucoup. Ce que je retiens, alors il y a eu beaucoup de choses en lien avec la santé menstruelle et le REDS, du coup, qui est vraiment un sujet qui est hyper intéressant, je pense, en tant que kiné, parce que on m'a beaucoup posé la question de, en tant que kiné, en quoi c'est intéressant les cycles menstruels. Alors, c'est l'absence de cycle menstruel qui pose problème quand on est kiné, et je pense qu'on peut en détecter un paquet de syndromes métaboliques qui sont en cours de modification. Sincèrement, on est en super place pour voir les débuts de troubles alimentaires, pour détecter en fait tout ce qui va être de cet ordre-là, parce qu'on traite quand même beaucoup de coureurs qui ne sont pas forcément au fait de l'importance de l'alimentation, en tout cas de la qualité nutritive de ce qu'ils amènent, et on les a blessés. Donc c'est toujours intéressant d'investiguer ça, je pense. Donc vraiment, tout ce qui est apporté sur le REDS, c'était hyper intéressant. Il y a eu des sessions qui étaient sur le leadership et l'inclusion. On a énormément parlé du gender gap, donc effectivement, il y a eu des gros appels à bon bah allez, la recherche, c'est votre tour, les filles. Enfin les gars, il y avait quelques gars, une dizaine de gars quand même. Ok. Donc voilà. Euh, il y avait beaucoup de choses aussi sur. Il y a un article, comme je vous disais, qui m'a beaucoup plu et je pense que je te le mettrai pour que tu le mettes en annexe. C'était une espèce de comment ils appelaient ça? Un audit en fait pour screener les articles qu'on lit et se dire quelle qualité il a quand on considère la femme. Et ça, franchement, c'était un outil qui n'existe pas et que je trouvais hyper pertinent. Ça fait vraiment une espèce d'entonnoir. Et on peut, nous, quand Ça on s'appelle comment? communiquait, ils disaient, bah, lui, il a eu une médaille d'or, en fait, sur sa qualité de vérification hormonale. Donc, Ça s'appelle je comment? te le donnerai en ressources. Je crois Oui, qu'il a été publié. Je d'accord. l'ai plus en tête, mais c'est Assessment Tool. Enfin, je l'ai plus en tête, mais vraiment très très pertinent. Super communication. Ok, Louise trop. Burke qui a communiqué, donc Louise Burke qui est aussi australienne, mais je crois pas qu'elle est de la Trobe. Elle a énormément contribué sur la santé, enfin le REDS notamment. Donc c'est vraiment fait partie du groupe de chercheurs qui ont fait le consensus de 2018 sur le REDS syndrome. Elle nous a beaucoup parlé de la nutrition et actuellement, euh, donc elle aussi, on sait ce qui se passe sur Pinterest, sur justement ce que je te disais, sur la spiritualité et tout ce qui est, bah voilà, il faut que tu manges telle chose pendant telle partie du cycle, etc. Actuellement, le message, c'est que les évidences ne sont pas assez fortes pour dire que pour faire une stratégie nutritive en fonction des phases du cycle. Maintenant, moi, je pondère ce message. Si ça te fait du bien de le faire, concrètement, tu fais de mal à personne. D'accord? Donc, je suis pas quelqu'un qui est anti ça. Je pense sincèrement que si ça te fait un effet, enfin, je crois profondément que si tu penses que ça te fait du bien, ça te fait du bien. Et ben, j'ai aucun problème avec ça. Elle est pas en train de tuer des bébés chats. Elle est pas en train de se faire du mal. Si ça te fait du bien, non, mais si ça te fait du bien de manger tel type d'aliments et que tu manges tout en quantité et que tu te mets pas en sous-alimentation, j'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, en tout cas, le message a été martelé. On n'a pas d'évidence scientifique assez forte pour dire tu t'entraînes comme ça parce que tu es en telle période du cycle. Ça, actuellement, les papiers ne sont pas assez consistants. On peut pas. C'est bien de le savoir, mais actuellement, effectivement, la grosse tendance qu'on a, comme je vous le disais, c'est qu'on a deux phases qui sont contrastées. Une où on est plus adaptative, l'autre où on l'est moins, mais plutôt en contraste de cette phase. C'est pas que vous pouvez rien faire. Pendant vos menstruations,
il semble que l'activité physique a un effet sur les dysménorrhées. Donc, faire de l'activité à basse intensité, notamment pendant longtemps, ça peut faire sécréter des endorphines et donc ça peut diminuer votre niveau de douleur. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même qui sont intéressantes. Moi, je jette pas la pierre, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Il faut juste prendre du recul et clairement, ça me dérange quand il y a des personnes qui disent que les abstracts et qui se disent ouais, non, non, mais du coup, tu fais que de la force à ce moment-là. Non, Ouais, un peu de bon sens, les gars. ouais. Prenez ça dans le Lisez contexte les global. articles. Lisez les Voilà. articles en donc là. Et voilà pour les communications. Ouais, lisez les articles en entier, déjà, c'est pas mal. Et sinon, ouais, qu'est-ce qui m'a marqué aussi ouais, C'était quoi? la C'est mentalité australienne est géniale. Ils ont beaucoup, ouais, beaucoup d'avance sur l'inclusion. Ouais. Que ce c'était quoi soit justement surtout au niveau des l'atmosphère? genres. Donc, il y a beaucoup. Ouais, Pardon. c'était quoi l'atmosphère justement? Comment tu décrirais un peu l'esprit australien et voilà, comment tu as senti voilà, les gens, cette conférence? Bah, franchement, super. Alors, du coup, il y a un gros biais, hein, mais on était que des gens qui étaient convaincus que c'était important d'être là parce que la femme dans les sciences du sport était pas assez élevée. Et comme, en fait, c'est pas facile d'avoir un financement pour faire de la recherche. Je vous avoue que je viens de faire 1 an et demi vraiment que ça, où j'ai juste écrit, écrit, réécrit, réécrit, et je sais même pas si ça va encore passer. Donc il y a de très fortes chances que ce soit bon, mais actuellement c'est quand même très compliqué d'avoir des financements pour faire de la recherche. Et du coup, en fait, tout le monde articule son message avec le gender gap. Donc clairement, c'était assez marrant parce que tout le monde avait cette première diapo de il n'y a pas assez de femmes dans la recherche scientifique. Et du coup, c'était tellement redondant parce que on les a tous saignés ces diapos-là pour avoir notre financement, parce que du coup, il faut prouver que ce qu'on va produire en termes de recherche scientifique, ça a un intérêt. Et du coup, tout le monde commençait là-dessus, donc c'était assez marrant. J'ai trouvé qu'ils étaient très inclusifs, notamment il y avait quelque chose, une cérémonie qui s'appelle le Welcome to Country. Je connaissais pas tout à fait l'histoire de l'Australie, mais en fait, il y a des aborigènes qui vivaient et qui ont été dépossédés de leurs terres par les Européens quand ils sont venus. Et en fait, du coup, je sais pas quand est-ce que ça a été mis en place, mais pour tous les événements officiels, il y a quelqu'un qu'on appelle, donc eux en anglais disent les First Natives, quelqu'un, du coup, un aborigène qui vient et qui fait un Welcome to Country. Donc ils nous ont tous donné, d'ailleurs je l'ai ici, je crois, euh, une, euh, une feuille. Donc vraiment, c'est ça. En fait, une branche d'un arbre endémique. Et pour nous dire, je t'accueille sur cette terre et je suis heureux que tu viennes en fait sur cette terre. Et du coup, en fait, c'est vraiment avec la langue régionale des aborigènes. Déjà? Et en retour, en fait, chaque présentateur faisait quelque chose qui s'appelle le Acknowledgement to Country, où en Ouais. fait, en retour, il disait, bah, déjà, avant de commencer ma présentation, je remercie la terre de mes ancêtres qui ont été saignés, enfin souillés en tout cas, c'est une espèce de texte qui est écrit en anglais, et la personne s'engage du coup à prendre soin, passé, présent, futur, de la terre et des personnes qui y vivent. Et moi, j'étais estomaquée de Mmh. ça, j'ai trouvé ça hyper beau, hyper fort, et Mmh. on a vraiment eu des thématiques sur l'inclusion des aborigènes, par exemple, dans les sports d'équipe. Donc vraiment, Ouais. j'étais waouh, attends, je vis à La Réunion actuellement, c'est vrai que j'ai oublié de le dire en présentation, Oui. qui a quand même une histoire coloniale qui est assez forte. Bah, on peut s'inspirer de ce genre de choses quand même. Et Ouais. les deux Américaines qui étaient là, donc pardon, Ackerman, Kat Ackerman qui était là, je crois que c'était la seule, qui disait mais on a tout à s'inspirer Mmh. de ça, quoi. Enfin, vraiment, c'est fascinant, et Ouais. merci de nous montrer ça. Donc vraiment, moi, j'étais waouh, et Ouais. très, très bienveillant. J'ai connecté avec beaucoup d'équipes, c'était super. Ouais. J'étais heureuse d'y aller avec ma casquette d'académicienne, de chercheuse, mais aussi Oui. de kiné, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de choses Oh sur la non! santé périnéale, sur la santé, au niveau, mammaire, donc tout ce qui va Non! être, le cancer du sein. Ah, ça a coupé, tu m'entends? Ça a coupé, ouais. Est-ce que tu peux juste reprendre ce que tu disais là? OK. Autre chose aussi, c'est que j'y suis allée avec ma casquette de kiné, ma casquette de chercheuse et ma casquette de kiné. Et en fait, il y avait beaucoup de... C'était vraiment un congrès qui était à la fois pour les chercheurs et à la fois pour les cliniciens. La question que tout le monde posait, c'était: vous êtes chercheur ou clinicien? Parce que du coup, en fait, c'est vrai que ça oriente tout de suite comment va être reçu le message. Donc, il y avait beaucoup de cliniciens, notamment beaucoup de kinés australiennes. Donc, on a pu beaucoup échanger sur comment était fait la rééducation périnéale là-bas, le remboursement. Et en fait, si tu veux, c'est parfois difficile dans la littérature anglophone, parce que du coup, on a peu de littérature française en kiné. Des fois, tu sais pas
ce que tu lis, tu vois, est-ce qu'il y a le même accès aux soins? Est-ce que les techniques qui sont faites, ce sont les mêmes qu'en France? Et en fait, c'était super intéressant de partager là-dessus, de dire: «Ah, vous faites aussi de la stimulation, OK. Ah non, pas tellement». Enfin, vraiment, c'était hyper intéressant de parler avec les cliniciennes et d'avoir cette double casquette. Enfin, vraiment, j'étais au début, je compartimentais énormément, heu à qui je parlais, en fonction à qui je parlais, je disais bah non, je suis plutôt chercheuse ou je suis plutôt kiné. Et franchement, j'en reviens en portant maintenant fièrement la double casquette de non, je suis clinicienne chercheuse, parce qu'effectivement, ça permet de garder les pieds sur terre, de nuancer les articles, et ça, vraiment, j'ai envie de le cultiver. Et j'ai trouvé les Australiens incroyables. La Trobe Université, mais vraiment, Ebony Rio, incroyable. Vous allez vous régaler au sommet. Ça doute, Incroyable. ouais, c'est des gens assez exceptionnels. Et puis, cette université-là, ils sont vraiment, je Voilà, pense, les meilleurs au monde sur la physio, la kiné, la médecine du sport et tout. Donc, ouais, on a beaucoup de chance de carrément. travailler avec eux. Et alors, maintenant, merci beaucoup Et tu pour... vois, autre chose qui ouais, m'a ah ouais, merde, pardon. dis-moi. Non, non, Autre vas-y, chose qui vas-y. m'avait surpris, c'est que dans le mail de l'université, Ouais, heu, il y avait en fait le drapeau, LGBT+. Dans le ouais, mail officiel d'inscription, en bas du mail, il y avait ouais, ce drapeau inclusif et je me suis dit: «Mais waouh, ils sont vraiment dans le futur, les Australiens». Parce que ouais, déjà, ils ont 20 ans d'avance sur nous, voire même 30 ans d'avance sur la recherche sur les cycles ouais, menstruels, et ah, ils ont cette vision d'inclusion qui est hmm, fascinante. Vraiment, c'était très hmm, inspirant de les côtoyer et on c'est super de des fois de bouger, enfin maintenant qu'on peut rebouger, c'est vraiment chouette de pouvoir échanger avec, des personnes d'une autre culture et de voir, de s'en inspirer. Moi, je suis pas du genre c'est- à dire: «En France, on est nuls», non, en plus, on se défend bien. Moi, j'ai vu les papiers, je me suis dit, ouais, «Ouais, on est très bien en rééducation». Les franchement, voilà, les Français qui publient sont vraiment, c'est de la haute qualité, donc on peut être fier d'être kinésithérapeute français. On doit défendre, et continuer de participer à l'universitarisation de la profession, c'est hyper important. C'est pas mhm, facile pour les anciens kinés qui veulent se mettre dans la recherche, c'est un vrai parcours du combattant et je suis encore en plein dedans et c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir. Mais tous mhm, ceux qui sont là actuellement en cursus, les jeunes néo-diplômés, mais franchement, mais faites-vous plaisir. Si ça vous plaît, si vous sentez que vous avez une appétence, mais foncez, c'est super enrichissant. Et essayer d'avoir les deux, c'est ouais. encore plus riche. Mais voilà, Trop bien. Merci beaucoup je pour suis tout trop ça. bête. Alors, pour conclure cette vidéo EBP là, quel conseil pratique tu donnerais aux kinés et aux médecins qui nous écoutent lors de la prise en soin donc de femmes en général et puis des femmes sportives en particulier? Bah, ça va être hyper bateau comme conseil, mais déjà, croyez-les. En fait, ça amuse personne de dire qu'on a mal quand on n'a pas mal. Voilà. Donc déjà, croyez en ce qu'elles vous disent. Je pense que c'est hyper important. Euh, Vraiment. Le deuxième, peut-être, c'est les choses ne sont tabous que si vous les rendez tabous. Donc que ce soit sur la santé périnéale, c'est-à-dire est-ce que vous avez des fuites urinaires? Est-ce que vous avez un inconfort lors de vos rapports sexuels? Ou est-ce que vous avez vos règles? En fait, si vous tournez autour du pot, si vous mettez 15 ans à dire la question, ce sera gênant. Si vous l'annoncez en disant: «C'est à but médical», j'ai pas besoin d'en savoir plus, mais j'ai une collègue, l'idéal c'est vrai que si vous avez une collègue qui travaille en périnéo dans votre cabinet, c'est génial. Moi j'adore, je travaille avec mes collègues comme ça. Ils les voient pour le problème initial et généralement c'est toujours lombalgie, pubalgie. Ah, c'est super intéressant de regarder les rapports entre la hanche, le dos, les abdos et le périnée. Franchement, c'est vraiment chouette de bosser comme ça. Donc, merci les gars de me référer vos patientes, je me régale. Et c'est vraiment très enrichissant pour tout le monde. Mais les choses ne sont tabous que si vous faites en sorte qu'elles le soient. Donc, n'hésitez pas à, pendant le bilan, si vous sentez qu'il y a des choses, en tout cas que ça se rapproche au sens propre, enfin au sens régional du terme de la symphyse pubienne, posez des questions quand même autour de la santé périnéale. N'hésitez pas à référer au moins pour un bilan, mais vraiment considérer la femme dans sa plainte et sur ce qu'elle est en termes de spécificité. Hmm. Et Ok. surtout sur les cycles menstruels, l'absence de cycle menstruel doit plus vous alerter qu'autre chose. Et c'est compliqué quand il y a la contraception, je l'entends. Si elle a de la contraception, vous affolez pas. C'est encore un autre sujet. Parfait, très clair. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Ça peut être très large, hein, c'est pour Ouais. finir cette entrevue. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Et bah, écoute, et ben, c'est un podologue que j'ai vu juste avant de partir à La Réunion. C'était l'ancien podologue de l'Asvel, d'ailleurs, que je salue, que j'ai trouvé, Ok. il m'a pris en plus de ses patients. Hem, il a été
fascinant. Mais tu sais, un passionné, mais tellement avec amour. Il m'a gardé 1 heure et demie pour que je les ai en une seule fois. Donc en fait, il m'a fait les semelles le jour même. J'ai halluciné. Il a fini super en retard, mais vraiment, on a trop matché. Et lui, ce qu'il m'a dit, parce que j'étais néo-diplômée, c'était mon premier emploi, euh, va dans ce que tu... Il y a des choses qui vont tout de suite résonner en toi. Il y a des manières de voir le corps humain. Tout de suite, tu vas dire, ah ouais, ça me parle. Ça, j'aime bien. Et il me dit, mais par contre, le meilleur conseil que je puisse te donner, bah, va aux extrêmes et va te nourrir des extrêmes. C'est-à-dire que ne te conforte pas dans ce que tu penses être vrai, va aussi vérifier l'opposé de cette pensée. Et après, tu pourras parler, tu pourras nourrir ta pensée, soit ça va te conforter sur ta pensée primaire en me disant, ah ouais, moi, c'est comme ça que je pense que le corps est fait. Et je pense que tu sais qu'on a un abord plutôt musculo-squelettique vs articulaire, tu Ouais, vois, ça résonne pas mal. Et ouais, vraiment, ce conseil me porte jusqu'à maintenant, comme ce que j'ai fait là en lisant toute la littérature grise. En fait, oui. ça me donne encore plus de matière à penser, je nuance encore plus et je complexifie encore plus ma pensée. Et c'est arrivé au meilleur point de ma carrière. Donc, si je peux faire passer ce message, c'est bien d'avoir des convictions, mais crachez pas trop sur celles qui sont différentes de vous. Soit elles n'ont pas encore été prouvées par la science, soit simplement, bah, c'est pas celle qui vous correspond, soit, bah, pour le moment, effectivement, c'est de la merde. Donc au moins, bah, vous avez pu voir que c'était de la merde. Du coup, ça vous conforte sur le fait que votre manière de penser était un peu plus intéressante. Mais vraiment, je prône une certaine ouverture d'esprit et cette personne était, waouh! Et c'est un conseil vraiment qui m'a façonnée en tant que soignante, je pense. Trop chouette. Bah, big up au podologue alors euh, à tout le monde. Euh, Il s'appelle Jean Patrick Catlotte. Patrick Catlotte, voilà, j'enverrai le podcast. ok, Patrick Catlotte. ok, Voilà, à cool. Lyon. Et vraiment, c'était. Je pense que ça a été un. Je sais pas s'il se rend compte à quel point il a été un tournant dans. Tu sais, Ah il ouais, y a des moments où tu sens que tu es ouais, dans un tournant dans ta carrière, tu sais, où ouais. tu as des phrases qui te marquent et qui te font prendre une certaine direction. Et ce qui est rigolo, je pense, c'est qu'il s'en est pas du tout rendu compte sur le coup. Alors que moi, je suis sortie de là. Waouh, ça veut dire que j'ai le droit d'aller voir autre chose que ce que l'école m'a dit. Ah cool, bah je vais commencer à aller voir d'autres trucs. C'est pas que c'est faux, c'est juste c'est différent. Enfin, franchement, ça m'a ouvert, vraiment. Trop bien. Cool. Est-ce que tu as un article scientifique que tu recommanderais de lire absolument là sur ta thématique ou autre, mais Il va même pas sur mathématiques, mais ouais. figure-toi que c'est un article que j'avais découvert dans ce podcast. C'est celui que Nicolas Pinceau avait présenté à l'époque, et c'était sur les placebos. Et c'était une image avec placebo, my placebo with you, tu vois. Et en fait, c'est un article que je trouve génial parce que il traite des effets contextuels du coup. Il traite justement, enfin le gros résumé de cet article, parce que je m'en souviens plus, ça fait un moment quand même que je l'ai lu. euh, c'est que il y avait un groupe qui prenait un placebo, mais qui savait qu'il prenait un placebo et qui était au courant de. Non, je crois que c'était un placebo donné classiquement. Et l'autre groupe, ils expliquaient les effets du placebo. Ils leur disaient voilà, l'autre groupe il a un placebo, vous avez rien, donc ça va rien vous faire, etc., etc. L'autre groupe, c'était vous allez avoir les effets positifs, mais vraiment comme une prise classique de placebo. Et en fait, ils étaient conscients qu'ils prenaient un placebo et ils amélioraient quand même leurs symptômes. Le groupe qui prenait un placebo était conscient qu'il prenait un placebo. Et en fait, je me suis dit, putain, c'est incroyable quand même. Le corps humain est incroyable, sans déconner. Parce que tu te dis, attends, et ceux qui n'avaient pas de placebo déjà étaient hyper deg. Tu te dis, non, mais attends, mais t'es deg de rien avoir. D'accord. c'est curieux. Et en fait, je trouve qu'en tant que clinicien, en tant que thérapeute, et on a un métier qui est extraordinaire, maintenant, c'est un article qui m'a toujours fait me forcer à expliquer ce que j'attendais de la technique que j'étais en train de faire, au moins pour que la personne l'attende aussi. Tu vois ce que je veux dire? Je mettais en place un effet contextuel de ma technique pour que, au pire, ça marche pas. Mais tu vois, au pire, je mette d'un super effet placebo. Et ça, c'est pas négligeable quand même. Donc peut-être qu'effectivement ma technique c'était pas la meilleure, mais au moins j'ai un effet contextuel qui est l'effet placebo. Et qu'est-ce que je veux moi en tant que kiné? Bah, je veux que mon patient aille mieux. Donc, Bien sûr. globalement, peut-être que c'est mon effet placebo qui fait qu'il va mieux, peut-être que c'est autre chose, ma technique. Mais je vais citer Florence Morisseau que tu connais bien. Il faut être confortable dans l'incertitude. Et très clairement, j'ai pas de délire d'ego. Ça me va si c'est mon effet placebo qui lui a fait du bien. Moi, tout ce que je veux, c'est qu'il ait une amélioration de symptômes sur la séance. Et si c'est le cas, eh ben moi j'ai gagné en alliance thérapeutique. C'est quelqu'un qui me fait confiance, c'est quelqu'un qui est content que je lui explique. Je leur dis si ça vous emmerde que je vous raconte, il y a pas de souci, je vous explique pas, mais je trouve que c'est intéressant parce que ça vous permet de comprendre pourquoi je fais telle ou telle chose, etc. Et franchement, en termes d'adhésion thérapeutique, c'est un régal. Donc voilà, moi c'est vraiment
un article qui m'a changé en tant que thérapeute parce que je l'ai interprété comme ça. Ouais. Voilà. D'accord, Donc je te l'enverrai aussi pour le mettre en annexe. Ouais, pas de souci. Pour toutes celles et ceux qui veulent réécouter le podcast avec Nicolas Pinceau, vous allez sur le site de l'agence, vous cliquez sur contenu gratuit, podcast, et c'est dans les premiers. Donc voilà, le podcast de Nicolas Pinceau. Ouais. Et est-ce que tu as un livre à recommander pour nos auditeurs? Ou pas? Faut savoir que je lis énormément, donc ah si, non mais c'est en choisir qu'un, mon Dieu. Ah bah, j'ai des livres fondateurs. Ouais, non mais je vais me concentrer. On va dire un pour kiné, un pour soi en tant que personne. En tant que personne, Devenir de Michelle Obama. Et ça a une certaine résonance avec mon sujet de thèse. Donc ce n'est pas que la femme de Barack Obama. Sincèrement, Michelle Obama est une personnalité qui est incroyable. Sa biographie est incroyable. Déjà, il a une plume qui est époustouflante. Et elle a des convictions qui sont hallucinantes. Elle a littéralement arrêté sa carrière pour que Barack accède au pouvoir. Elle l'a soutenu à fond, mais elle avait une carrière qui était très prometteuse. Et vraiment, elle dégage quelque chose. C'est un livre fondateur pour moi qui m'a poussée. Je crois que quelques semaines après, je t'appelais pour te demander comment on fait pour faire de la recherche, comment je peux améliorer mon anglais médical, et tu m'as présenté aux bonnes personnes, qui m'ont présenté aux bonnes personnes qui font qu'actuellement, je vais faire une thèse. Donc vraiment, ce livre, moi, a été un gros accélérateur de courage, et voilà. Et en tant que kiné, je vais t'en donner deux. Okay. Bah, j'aime beaucoup celui de la clinique du coureur. Vraiment, désolée, c'est très c'est biaisé du coup, hein, parce que c'est un petit lien d'intérêt avec ceux-là. Mais parce que j'ai une histoire particulière avec vous, faut savoir que j'ai un autre podcast aussi. Enfin, j'ai un podcast sur la Réunion, et que une chose que j'ai pu faire, c'est interviewer toute l'équipe de la clinique du coureur que vous étiez là pendant le Grand Raid. Je pense que c'est vraiment quelque chose, un livre à avoir, à feuilleter au cabinet, à prendre, à reprendre. Vraiment, c'est quelque chose qui est riche, et chaque lecture vous amène quelque chose. Vous pouvez le feuilleter que quand vous en avez besoin. Vous pouvez aussi vraiment le lire de bout en bout, et personnellement, il m'a beaucoup aidé, à la fois en tant que sportive, à la fois en tant que soignante. Donc, je le conseillerais pour n'importe quelle personne. Je l'ai beaucoup offert. Donc, voilà. Et un autre qui est Le gène du sport, de David Epstein. Donc ça, c'est mon côté plutôt académicienne, sport scientist. Vraiment, ce livre est une pépite. Et c'est quelque chose c'est un questionnement que j'ai toujours eu, et qui m'a d'ailleurs fait venir à La Réunion. C'est, est-ce qu'il n'y a pas quand même un endroit sur le monde où les gens, ils sont plus forts que d'autres, tu vois? Pourquoi la Jamaïque a autant de sprinteurs, etc. Et en fait, pendant ce livre, c'est un journaliste qui parcourt le monde pour essayer de répondre à la question de est-ce qu'il y a un gène du sport qui fait qu'on performe ou qu'on ne performe pas. Et en fait, c'est un travail journalistique qui est hallucinant. Et que je vous conseille vraiment, parce que en tant que chercheur, c'est un régal à lire. Ça ouvre plein de pistes, ça permet de nourrir sa pensée. Actuellement, c'est pas très accepté de faire des recherches sur les ethnies, parce que c'est à connotation raciale, malheureusement. Mais il y a beaucoup de choses quand même qui se jouent au niveau de la génétique, et ce livre est une pépite. Et un troisième pour la route, c'est Born to Run, qui est incroyable aussi. Ouais, c'est un grand classique. C'est bon, j'arrête. J'en ai trop à dire, hein. C'est un grand classique aussi, mais qui est à lire et à relire. Mais voilà, j'adore lire, donc pareil, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des recommandations littéraires, je vous fais ça avec plaisir. Trop ça bien. serve au moins. Merci beaucoup Manon pour tout ça. Ça fait plus d'1 heure qu'on discute là. J'espère que tout le monde trouve ça intéressant. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment passionnant, et ça ouvre vraiment beaucoup de perspectives pour la prise en charge des femmes au cabinet, et puis dans les clubs, etc. Petite question pour conclure encore. Où est-ce qu'on peut te contacter si les gens veulent te contacter, collaborer, recherche, projet? Lecture. Alors, j'ai un Instagram, donc @mans_dvg. Vous pouvez me trouver sur Twitter ou sur LinkedIn si vous voulez plutôt m'aborder sur la sphère professionnelle. Donc, c'est Manon d'Auvergne. Mais je te donnerai les liens, je suis même pas sûre. Sur Twitter, ça doit être autre chose. Et ce sera déjà pas mal. Je pense que je check quand même régulièrement. Le mail, je n'arrive déjà pas à les traiter. Je suis quand même pas toujours à l'heure. Donc, déjà, par les réseaux sociaux, ce sera pas mal.
Yes. Donc voilà. Et merci d'avoir écouté jusque-là. Vraiment, ça Ouais, me fait merci à plaisir que vous tous. portiez de la considération sur les femmes. Il faut que ça continue. Il faut Ouais, même plus que ce soit un sujet dans 20 ans, en fait. Il faut que ce ouais, soit normal. clairement. Ça, ce sera la plus grande victoire. Ouais, merci à toutes et à tous pour votre attention. Et petite dernière question pour toi, Manon. Qui devrais-je inviter sur ce podcast, sur ces vidéos EVP? Est-ce que tu as quelqu'un à me recommander Tu sais que d'intéressant? ouais. Et tu m'as posé une bonne colle, hein. C'était pas facile. Et en fait, je sais pas si tu connais le podcast. Bah, il y a beaucoup de personnes que j'admire et j'aime écouter beaucoup de personnes. Je suis une vraie pipelette, donc voilà. Mais je sais pas si tu connais le podcast Objectif Performance de Julien Astourik. Astrid, ouais, j'ai écouté, ouais, ouais, bien sûr. Ok. Donc, Ouais. Et bah écoute, j'aimerais beaucoup écouter Julien. ok. Ouais, parce qu'en fait, déjà, je le trouve super intervieweur. Il fait un Oui, travail énorme. Donc, je suis sa groupie depuis les premiers épisodes, il le sait. On a ouais, déjà échangé, donc voilà, je le trouve super humble. ouais, Et pourtant, je pense qu'il a un background qui est hyper intéressant. Donc, ok. je crois que j'aimerais pour une fois, Julien, que tu viennes parler quelque part. Ça me ferait super plaisir d'en savoir plus, en fait, sur l'homme qui tient le micro depuis je sais pas combien d'épisodes. Parce que je Trop bien. pense vraiment que tu as des choses à nous dire. Donc, écoute, si tu arrives à avoir Julien Astourik, Trumps à écouter. Ouais, trop bien. Je vais le Voilà, contacter alors. Trop bien. Ben, merci beaucoup encore Manon pour cette vas-y. passée ensemble. À très bientôt tout le monde. Avec Et, plaisir. Merci à toi. et bon courage pour ta recherche Manon. À très bientôt. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Voilà.